La plupart des gens pensent qu'être oublié est la douleur ultime, mais ils se trompent. L'agonie réelle, c'est quand ils se souviennent soudainement que vous existez uniquement parce qu'ils sentent l'odeur de l'argent. Mes parents m'ont effacé de leur vie pendant 5 ans sans un seul appel. Puis, ma tante a publié mon yacht en ligne. Mon père a envoyé un SMS immédiatement. Il n'a pas demandé si j'allais bien, il a simplement exigé que je vende le bateau parce que la famille avait besoin de liquidités. Mon nom est Harper Chapman. Depuis 1825 jours, je suis un fantôme pour les gens qui partagent mon ADN pour mes parents. Je n'étais pas seulement éloigné, j'étais effacé. J'étais l'erreur qu'ils ont gommée du récit familial, la fille qu'ils ont cessé de mentionner lors des repas de paroisse parce que mes choix de carrière ne correspondaient pas à leur définition étroite du succès. 5 ans. 60 mois sans une carte d'anniversaire. 260 semaines sans un seul SMS demandant si j'étais en vie, si j'étais en sécurité, ou si j'avais de la nourriture dans mon réfrigérateur. Ils ont oublié que j'existais jusqu'à ce matin. Le silence ne s'est pas rompu par des excuses sincères ou des retrouvailles larmoyantes, il s'est brisé à cause d'un algorithme Facebook et d'une balise de géolocalisation. Ma tante Martha, la seule personne de ce côté de la famille qui me traitait encore comme un être humain, était venue me rendre visite à Miami. Martha est une femme douce, mais elle possède la culture numérique d'un Golden Retriever. Elle avait pris une vidéo de ma nouvelle acquisition, un yacht azimut de 70 pieds amarré à la marina privée, et l'avait publié sur son journal. Elle pensait juste être une tante fière. Elle l'a légendé, si fière de Harper et de son magnifique nouveau bateau, et a marqué l'emplacement exact. Elle aurait tout aussi bien pu tirer une fusée éclairante dans un bassin de requins. Dans les 14 minutes suivant la mise en ligne de cette publication, mon téléphone a commencé à vibrer sur mon bureau en acajou. Il bourdonnait avec le rythme incessant et agressif d'un marteau-piqueur. J'ai jeté un coup d'œil. Les noms sur l'écran étaient des fantômes d'une vie passée, papa, maman, Brandon. J'ai pris le téléphone, non pas pour répondre, mais pour lire l'aperçu du message que mon père avait envoyé. C'était tapé tout en majuscules, urgent et exigeant. Il ne disait pas, Harper, tu nous manques. Il ne disait pas, Harper, est-ce que tu vas bien? Il disait, vends le bateau. Famille en crise. Appelle-moi maintenant. Nous avons besoin de l'argent. J'ai fixé l'écran, et la seule chose que j'ai ressentie était un détachement froid et clinique. Je me tenais actuellement dans mon bureau d'Anglo Blackwell Restructure Group, 30 étages au-dessus de la ville. Je portais un blazer ajusté qui coûtait plus cher que la voiture de mon père, et j'étais au milieu d'une négociation à enjeux élevés. Madame Chapman? La voix dans mon casque a grésillé. C'était le directeur financier d'une entreprise de logistique en faillite. Il semblait désespéré. Si nous acceptons la liquidation des actifs, pouvons-nous garder la filiale dans l'Ohio? Je me suis détourné de mon téléphone personnel et j'ai regardé la ligne d'horizon. Ma voix était fluide, calme et absolument impitoyable. Non, ai-je dit. La filiale est la seule partie de votre portefeuille qui ne perd pas d'argent. On coupe le membre pour sauver le corps, Gary. C'est le marché. Vous avez jusqu'à 17h cet après-midi pour signer les papiers, ou Blackwell retire le financement et vous déposez le bilan demain matin. Ne me testez pas là-dessus. J'ai appuyé sur le bouton pour mettre fin à l'appel avant qu'il ne puisse supplier. Ma main n'a pas tremblé. Mon rythme cardiaque n'a pas augmenté. Je suis une experte en restructuration de dettes. Mon travail consiste à entrer dans des bâtiments en feu, à évaluer les dégâts et à décider ce qui vaut la peine d'être sauvé et ce qui doit être rasé au bulldozer. Je traite avec des gens désespérés chaque jour. Je connais l'odeur de la panique. Je connais le son d'un menteur essayant de gagner du temps, et en ce moment, mon téléphone personnel sentait exactement comme mon téléphone professionnel. La porte du bureau s'est ouverte et tante Martha se tenait là, le visage pâle. Elle serrait son téléphone comme s'il s'agissait d'une grenade. Harper, a-t-elle bégayé. Je pense que j'ai fait quelque chose de mal. Ta mère vient de m'appeler. Elle hurlait. Elle voulait savoir combien le yacht avait coûté. Elle a dit que tu leur devais ça. Martha semblait sur le point de pleurer. J'ai supprimé la publication, chérie. Je suis tellement désolé. Je ne voulais pas déclencher une guerre. Je me suis approché et je lui ai versé un verre d'eau pétillante au bar du bureau. C'est bon, Martha, ai-je dit d'une voix ferme. Mon téléphone a vibré à nouveau.
Un autre SMS de mon frère, Brandon, nous sommes à la barrière. Laisse-nous entrer ou nous appelons les flics et disons que tu as volé cet argent. J'ai failli rire. C'était une menace si maladroite et amatrice. Brandon avait toujours été l'enfant prodige, celui qui ne pouvait rien faire de mal, mais il avait le sens des affaires d'un bambin. L'interphone de mon bureau a retenti. C'était la sécurité de la marina en liaison directe avec ma ligne de bureau. Madame Chapman, a dit le chef de la sécurité, la voix tendue. J'ai une situation à la barrière nord. Il y a un groupe de 4 personnes ici, un couple plus âgé, un jeune homme et une jeune femme. Ils font une scène. Le monsieur plus âgé hurle qu'il est votre père et qu'il a le droit d'inspecter sa propriété. Il essaie de forcer le passage auprès des gardes. Je pouvais entendre le vacarme en arrière-plan. Je pouvais entendre la voix tonitruante de mon père, la même voix qui servait à me faire des leçons sur la façon dont j'étais une déception, comment je ne parviendrais jamais à rien sans ses conseils. Madame Chapman, a demandé le garde. Voulez-vous que j'appelle la police locale? Nous pouvons les faire expulser pour violation de propriété privée. Ils dérangent les autres propriétaires. Mon doigt a plané au-dessus du bouton du haut-parleur. Le choix logique était de dire oui et les renvoyer, demander une ordonnance d'éloignement, et garder ma vie propre et stérile, exactement comme je l'avais construite au cours des 5 dernières années. Mais ensuite, j'ai regardé le flux de sécurité sur mon deuxième écran. J'ai zoomé sur leur visage. Mon père, le visage rouge d'arrogance. Ma mère, regardant autour de la marina avec des yeux affamés, évaluant la richesse de mes voisins. Brandon, l'air débraillé et frénétique, et une femme que je ne reconnaissais pas, la femme de mon frère, probablement et qui tenait déjà son téléphone, filmant les yachts, planifiant probablement sa prochaine publication sur les réseaux sociaux. Ils ressemblaient à des vautours tournant autour d'une carcasse. Ils pensaient que j'étais la carcasse. Ils pensaient que j'étais encore la jeune fille de 22 ans qui pleurait quand ils m'ont coupé les vivres. Ils n'avaient aucune idée de qui ils traitaient. Ils ne savaient pas que pendant les 5 dernières années, j'avais nagé avec des requins qui mangeraient mon père au petit déjeuner et utiliseraient ses os comme cure-dents. Si je les renvoyais, ils continueraient de revenir. Ils me harcèleraient à distance. Ils joueraient les victimes. Dans mon métier, on n'ignore pas un actif toxique. On l'acquiert. On l'audite. Et ensuite, on le liquide. Pas de police, ai-je dit dans l'interphone. Les mots avaient le goût de l'acier froid. Laissez-les entrer. Tante Martha a eu un hoquet de surprise derrière moi. Harper, non. Tu n'es pas obligé de faire ça. Escortez-les jusqu'au yacht, ai-je continué, ignorant le plaidoyer de Martha. Dites-leur que je serai là dans 20 minutes. Offrez-leur du champagne. Faites en sorte qu'ils se sentent à l'aise. Compris, Madame Chapman, a dit le garde, bien qu'il ait semblé confus. J'ai coupé la connexion et je me suis dirigé vers le porte-manteau. J'ai troqué mon gilet de bureau confortable contre un blazer noir structuré et élégant. J'ai vérifié mon reflet dans le miroir, mon maquillage était impeccable. Mon expression était impénétrable. Pourquoi, a demandé Martha, la voix tremblante. Pourquoi les laisserais-tu entrer après ce qu'ils t'ont fait? Je me suis tourné vers elle et j'ai souri. Ce n'était pas un sourire gentil. C'était le sourire que je portais lorsque j'étais sur le point de racheter de manière hostile une entreprise qui m'avait sous-estimé. Parce que, tante Martha, ai-je dit en prenant ma pochette, ils pensent qu'ils viennent à une réunion de famille. Ils pensent qu'ils sont ici pour encaisser un chèque. J'ai ouvert la porte de mon bureau, les talons de mes chaussures claquant brusquement contre le sol en marbre. Ils ne se rendent pas compte, ai-je dit en sortant dans le couloir, qu'ils entrent dans une réunion de restructuration, et que c'est moi la présidente du conseil d'administration. Je me tenais sur le pont arrière de l'Obsidian, mon azimut de 70 pieds, et je surveillais le moniteur de sécurité sur ma tablette. J'étais arrivé 20 minutes avant eux, juste assez de temps pour transformer l'espace d'un bateau de plaisance en une salle de négociation. J'ai ajusté les poignets de mon blazer, lissant un pli microscopique. C'était une habitude que j'avais prise dans les salles de conseil, la présentation est une défense. Ma montre, une Patek Philippe vintage qui coûtait plus cher que tout le fonds de retraite de mon père, semblait lourde et froide contre mon poignet. C'était un rappel que mon temps était désormais la chose la plus chère sur ce quai. La barrière s'est ouverte. Ils ont descendu le quai en groupe, ressemblant moins à une famille qu'à un groupe de touristes qui s'étaient trompés de chemin.
Mon père ouvrait la marche. Sa démarche était toujours pompeuse, cette marche bombant le torse d'un homme qui se croit le centre moral de l'univers, même si sa veste de costume était serrée au bouton et que le tissu semblait brillant d'usure. Ma mère marchait un demi-pas derrière lui, la tête pivotant à gauche et à droite. Elle ne me cherchait pas, elle scannait les autres yachts, vérifiant les noms et calculant la valeur nette de mes voisins. Elle lissait ses cheveux nerveusement, un réflexe dont je me souvenais de chaque fois qu'un créancier appelait sur notre téléphone fixe. Traînant derrière eux se trouvait Brandon, mon frère, l'enfant prodige. Il semblait plus lourd que dans mes souvenirs, le visage bouffi, les yeux fuyants avec l'énergie frénétique d'un animal piégé. Et agrippée à son bras se trouvait une femme que je supposais être sa femme. Elle était vêtue de rose, portant un sac à main qui criait la contrefaçon de luxe, et elle tenait déjà son téléphone, filmant la coque de mon bateau pour son flux social. Ils se sont arrêtés à la passerelle. Ils n'ont pas levé les yeux pour me voir debout sur le pont supérieur. Ils ont regardé le bois de teck. Ils ont regardé les garde-corps en chrome. Ils ont regardé l'imposant arceau du radar. Regarde cette finition, j'ai entendu mon père dire, sa voix portant sur l'eau. C'est italien. Ça doit l'être. C'est immense. La femme en rose a poussé un petit cri. Brandon, prends une photo de moi devant la plaque du nom. J'ai décidé qu'il était temps. J'ai descendu l'escalier en colimaçon vers le pont principal, mes talons produisant un claquement rythmé et délibéré contre les marches. Je me suis arrêté en haut de la passerelle, les bras croisés. Bonjour, père, ai-je dit. Les quatre se sont figés. Mon père a levé les yeux, clignant des paupières comme s'il avait oublié que je faisais partie de l'équation. Pendant une fraction de seconde, j'ai vu le choc sur son visage, non pas la joie de voir une fille longtemps perdue de vue, mais le choc de voir la fille simple et effacée qu'ils avaient rejetée se tenant maintenant au-dessus d'eux, les regardant de haut. Harper, a soufflé ma mère. Elle a fait un pas en avant, ses mains s'agitant vers sa poitrine. Oh, regarde-toi. Tu as l'air. Cher. C'était un choix de mots révélateur. Pas en bonne santé, pas heureuse, chère. La femme en rose, ma belle-sœur, est sortie de derrière Brandon. Elle m'a toisé de haut en bas, ses yeux se plissant alors qu'elle évaluait mon blazer, mes chaussures, ma montre. Il n'y avait aucune chaleur dans son regard, seulement un calcul aiguisé et prédateur. Alors, a-t-elle dit en faisant éclater un chewing-gum bruyamment, Brandon n'avait pas dit que tu étais blindé. Tu as épousé un PDG ou quoi? Est-ce qu'il est à l'intérieur? L'air sur le quai a semblé chuter de 10 degrés. Brandon a grincé des dents et lui a donné un coup de coude, mais elle a juste haussé les épaules, gardant son téléphone pointé vers moi. Je ne lui ai pas répondu. Je ne me suis pas mis en colère. Je l'ai simplement regardé. J'ai maintenu le silence. 1 seconde, 2 secondes, 5 secondes. C'est un tour que j'utilise avec les jeunes cadres qui parlent à tort et à travers. On laisse le silence s'étirer jusqu'à ce qu'ils deviennent physiquement inconfortables, jusqu'à ce qu'ils commencent à s'agiter et à remettre en question leur propre existence. Elle a abaissé son téléphone, son sourire faiblissant. Quoi, a-t-elle bredouillé? Les chaussures, ai-je dit calmement. Pardon? Mon père s'est hérissé, le visage rougissant. Harper, nous sommes ta famille. Nous ne t'avons pas vu depuis 5 ans, et la première chose que tu dis concerne les chaussures. C'est un pont en teck posé à la main, ai-je dit, ma voix plate et non négociable. Les talons aiguilles et les chaussures à semelles dures endommagent le bois. Si vous voulez monter à bord, les chaussures restent sur le quai. Si vous ne voulez pas monter à bord, la sortie est derrière vous. J'ai soutenu le regard de mon père. Je l'ai vu lutter avec son ego. Il voulait partir en trombe, il voulait me faire la leçon sur le respect. Mais ensuite, il a de nouveau regardé le yacht. Il a regardé le luxe auquel il mourait d'envie d'accéder. L'avidité a gagné. Elle gagne toujours. Il s'est baissé et a défait ses lacets. Un par un, ils ont empilé leurs chaussures dans un bac en plastique près de la passerelle. C'était une petite victoire, mais nécessaire. Cela les dépouillait de leur dignité avant même qu'ils ne franchissent le seuil. Je les ai conduits dans le salon principal. J'avais donné l'ordre à l'équipage de rester aux ponts inférieurs, je ne voulais aucun témoin pour cela. Le salon était baigné par la lumière dorée de la fin d'après-midi, les canapés en cuir couleur crème paraissant accueillants et immaculés.
Ma mère a passé sa main sur le dossier d'une chaise, les yeux écarquillés. S'il vous plaît, asseyez-vous, ai-je dit, désignant l'espace salon. Je suis resté debout près du bar, gardant l'avantage physique. Harper, a commencé mon père, s'installant dans le cuir et ouvrant les bras comme s'il tenait court. J'ai prié pour ce jour chaque nuit pendant 5 ans. Ta mère et moi avons prié pour que tu sois en sécurité. Nous étions si inquiets quand tu as pris tes distances. Pris mes distances, ai-je répété. C'est comme ça qu'on appelle ça? Il me semble me souvenir que vous avez changé les serrures et m'avez dit que j'étais morte pour vous parce que je refusais de co-signer le premier prêt commercial de Brandon. Brandon a tressailli. C'était un malentendu, Harper. Nous étions tous stressés. Nous ne sommes pas ici pour nous attarder sur le passé, a interrompu rapidement ma mère, affichant un sourire éclatant mais fragile. Nous sommes ici parce que nous sommes une famille, et les familles s'entraident. Dieu nous réunit quand le moment est venu et quand le besoin est grand, a ajouté mon père, sa voix descendant d'un ton sombre et sérieux. Il s'est penché en avant, joignant les mains. Harper, nous ne sommes pas seulement venus pour prendre des nouvelles. Nous sommes dans une crise. Une véritable crise. Je m'en doutais, ai-je dit, me versant un verre d'eau sans leur en proposer. Tu m'as envoyé un SMS pour vendre le bateau avant même de dire bonjour. Combien? Ma franchise a semblé les déstabiliser. Ils ont échangé des regards. La belle-sœur a de nouveau donné un coup de coude à Brandon. Ce n'est pas seulement une question d'argent, a dit Brandon, sa voix déraillant légèrement. C'est une opportunité d'investissement qui a mal tourné. J'ai été escroqué. Si je ne couvre pas l'appel de marge, ils vont s'en prendre à tout, la maison de maman et papa, les voitures, tout. Combien, ai-je demandé à nouveau. 248 000 $, a dit mon père. Le chiffre a flotté dans l'air. C'était précis. Trop précis. S'il s'était agi d'environ $250 000, j'aurais pu croire qu'il s'agissait d'une dette générale. Mais 248 000? Cela ressemblait à un remboursement. Cela ressemblait à une facture spécifique avec des intérêts calculés au jour près. Et quand en avez-vous besoin, ai-je demandé. Ce soir, a lâché la belle-sœur. Ou demain matin au plus tard, avant l'ouverture des banques. Je l'ai regardé. Son désespoir suintait par tous ses pores. Pourquoi demain matin? Parce que c'est là que les auditeurs arrivent, a bégayé Brandon. Je les ai étudiés. Le front en sueur de mon père, les mains tremblantes de ma mère, l'incapacité de Brandon à soutenir mon regard. Ce n'était pas un investissement qui avait mal tourné. C'était autre chose, quelque chose de plus sale. L'urgence, le montant spécifique, la menace de perdre la maison, tout pointait vers un effet de levier à haut risque ou un règlement illégal gardé secret. C'est beaucoup d'argent, ai-je dit lentement. Je ne garde pas ce genre de liquidité sous mon matelas. Tu as ce bateau, s'est exclamé mon père, désignant la pièce d'un geste large. Tu as cette opulence. Sûrement tu peux passer un coup de fil. Tu peux aider ton frère. C'est ton propre sang. Je peux passer un coup de fil, ai-je acquiescé. Mais je dois comprendre dans quoi je m'engage. Je ne signe pas de chèque pour des articles inconnus. Tu ne nous fais pas confiance, a demandé ma mère, sa voix tremblante d'une blessure fabriquée. Après tout ce que nous avons sacrifié pour toi. J'ai failli rire, mais je me suis retenu. Je suis une femme d'affaires, maman. La confiance est pour les enfants. La vérification est pour les adultes. J'ai vérifié ma montre. Il est presque 19 heures. J'ai un chef qui vient préparer le dîner sur le pont supérieur. Pourquoi ne pas rester? Nous pourrons manger, et vous pourrez expliquer exactement comment fonctionne cet investissement. Si les chiffres ont du sens, nous pourrons discuter d'une solution. Le soulagement les a envahis. Ils pensaient avoir gagné. Ils pensaient que l'invitation à dîner était le prélude à une signature. Ils ne se rendaient pas compte que dans mon monde, on offre le dîner à la cible juste avant d'acquérir ses actifs. Ce serait charmant, a dit ma mère, se relaxant dans le canapé. Je dois utiliser les toilettes, ai-je dit. Faites comme chez vous. Ne touchez à rien. J'ai marché dans le couloir jusqu'à la cabine de maître et j'ai verrouillé la porte lourde derrière moi. Je suis allé dans la salle de bain attenante et j'ai ouvert le robinet pour que le bruit de l'eau masque ma voix.
J'ai sorti mon téléphone sécurisé et j'ai composé un numéro que je n'avais pas utilisé depuis 6 mois. Ça a sonné une fois. Chapman. Une voix rauque a répondu. C'était Elias, un détective privé qui travaillait pour l'IRS avant de réaliser qu'il y avait plus d'argent dans l'espionnage industriel. J'ai 4 sujets sur mon bateau, ai-je dit, gardant ma voix basse et rapide. Mes parents, mon frère et sa femme. Ils demandent 248 000 $ pour demain matin. Ils prétendent que c'est une dette commerciale. Tu veux que je vérifie, a demandé Elias. Je veux que tu les passes au crible, ai-je dit. Je veux savoir à qui ils doivent de l'argent. Je veux savoir pourquoi le chiffre est si spécifique. Je veux savoir quel nom figure sur l'acte de propriété de la maison de mes parents, et je veux savoir ce que ma belle-sœur a publié sur les réseaux sociaux au cours des dernières 48 heures. C'est une recherche profonde pour une seule nuit, a grogné Elias. Je te paierai le double pour la rapidité, ai-je dit. J'ai besoin de la vérité avant le lever du soleil. J'ai besoin de munitions, Elias. De tout. Tu les auras, a-t-il dit. J'ai raccroché le téléphone et je me suis regardé dans le miroir. Mon expression n'avait pas changé. J'ai fermé le robinet. Il était temps d'aller servir le dîner. Le chef privé que j'avais engagé pour la soirée, un homme nommé Henri qui cuisinait habituellement pour des dîners d'ambassade, a placé une assiette de noix de Saint-Jacques saisie avec une mousse de truffe devant mon père. Mon père a regardé la disposition délicate comme s'il s'agissait d'une insulte à son appétit. C'était un homme porté sur la viande et les pommes de terre, le genre qui assimilait la taille des portions à la valeur. Pouvons-nous prier, a annoncé mon père. Ce n'était pas une question, c'était un ordre. Il a incliné la tête, joignant les mains sur le bord de la table en acajou. Ma mère a immédiatement suivi, fermant les yeux avec une piété qui semblait répéter. Brandon et sa femme, dont j'avais appris qu'elle s'appelait Tiffany, ont baissé la tête mais ont gardé les yeux ouverts, lançant des regards à la bouteille de vin qu'Henri était en train de déboucher. Seigneur, commença mon père, sa voix résonnant dans l'espace clos de la salle à manger du pont supérieur. Nous te remercions pour cette nourriture, bien qu'elle soit sophistiquée et étrange. Nous te remercions d'avoir ramené notre fille égarée au bercail. Nous prions pour que tu adoucisses son cœur. Seigneur, nous prions pour que tu lui rappelles que la richesse est une épreuve et que thésauriser les bénédictions est un péché. Rappelle-lui, Seigneur, que la famille est le seul véritable investissement et que tourner le dos à sa propre chair et à son propre sang dans leurs moments de besoin est une abomination à tes yeux. Amen. Amen, chuchota ma mère, essuyant un œil sec. Je ramassai ma fourchette. C'était subtil, papa, dis-je en tranchant une noix de Saint-Jacques. Tu as failli oublier de mentionner le moment où je signe un chèque. Il ne s'agit pas du chèque, Harper, dit rapidement ma mère, la voix tremblante de ce mélange familier de martyr et de manipulation. Il s'agit de devoir. Il s'agit de prouver que tu n'as pas laissé cet argent changer qui tu es. Je n'ai pas changé, dis-je en prenant une gorgée du cabernet millésimé. J'ai juste appris à lire un bilan. À ce propos, Brandon, parle-moi de cet investissement. 248 000 $ est un chiffre très précis pour une fluctuation de marché. Brandon se redressa, ajustant sa cravate. Il ressemblait à un enfant essayant de porter le costume de son père. C'était une affaire sûre, Harper. Un protocole de finances décentralisé, un effet de levier d'arbitrage à haut rendement, une modélisation prédictive pilotée par l'IA. Il débita les mots à la mode comme s'il les avait mémorisés à partir d'une vignette YouTube. Je posai mon verre. Arbitrage, répétai-je. Donc, tu exploitais les différences de prix entre les marchés pour un profit sans risque. Exactement, dit Brandon, l'air soulagé que je semble comprendre. Sans risque. C'est ce que le gars a dit. Mais ensuite, le pool de liquidité s'est tari et le contrat intelligent a exécuté un appel de marge en raison de la volatilité de la classe d'actifs sous-jacente. Je le fixai. Brandon, s'il s'agissait d'arbitrage, il n'y a pas d'exposition à la volatilité car la transaction est instantanée, et les contrats intelligents dans un pool de liquidité n'émettent pas d'appel de marge à moins que tu ne négocies avec un effet de levier en utilisant des garanties que tu ne possèdes pas. As-tu engagé des garanties? Brandon cligna des yeux. Sa bouche s'ouvrit et se ferma. Eh bien, c'est compliqué. L'algorithme. Il a changé. C'est un nouveau genre de technologie blockchain. Qui est la contrepartie, demandai-je.
Quelle bourse détient la dette? C'est une entreprise privée, bégaya Teil. Global Tech Venture. Cela ressemble à une société écran, dis-je froidement. Arrête de l'interroger. Tiffany frappa la table de sa main, faisant sauter les couverts. Qui se soucie des détails techniques? Il a perdu l'argent. Ça arrive. Les riches perdent de l'argent tout le temps. Regarde-toi. Tu perds probablement autant en une journée. Elle fit un geste large autour du yacht. Tu as tout ça, ce bateau, le personnel et nous conduisons une berline de 5 ans qui sent le chien mouillé. C'est embarrassant. Sais-tu ce que ça fait de garer cet engin au country club pendant que tout le monde est en Mercedes? Je la regardais. Je pensais qu'il s'agissait de sauver Brandon de la faillite. Maintenant, il s'agit de ta place de parking. C'est une question d'image. Craqua Tiffany. Nous avons besoin d'une mise à niveau. Si nous voulons régler ce gâchis, nous devons avoir l'air d'avoir de l'argent. Nous avons besoin d'une nouvelle voiture et nous devrions avoir accès à ce yacht. J'ai 5000 abonnés sur Instagram. Si je tag ce lieu, je pourrais obtenir des contrats de marque. Je pourrais aider à rembourser la dette si tu nous laissais juste utiliser les actifs. Utiliser les actifs, répétai-je lentement. Tu veux affréter mon yacht pour ta carrière d'influenceuse. Remise familiale, dit-elle avec un sourire narquois, tendant elle-même la main vers la bouteille de vin. Gratuit, évidemment. Ma mère tendit la main et toucha la mienne. Sa peau était froide. Harper, écoute-les. Ils luttent. Tu as été tellement béni. Dieu t'a donné ce succès pour que tu puisses nous élever. Si tu n'aides pas, cela prouve que tu as perdu ton âme. Cela prouve que tu ne te soucies pas de nous. Je me soucie de la vérité, dis-je. Et la vérité est que l'histoire de Brandon a plus de trous qu'un filet de pêche. Vous voulez que j'efface une dette d'250 000 $ sans voir un seul morceau de papier? Pourquoi as-tu besoin de papier quand tu as la parole de ton père, hurla mon père. Son visage devenait d'un rouge profond et dangereux. Il était resté silencieux pendant les questions techniques, probablement parce qu'il ne les comprenait pas, mais maintenant que la conversation revenait sur l'autorité, il était dans son élément. Parce que la parole de mon père ne tient pas devant un tribunal, répliquai-je calmement. Fille insolente, cracha Teil. Il pointa un doigt épais vers moi par-dessus le centre de table. Tu penses parce que tu as gagné de l'argent à la ville que tu es le chef de cette table? Tu n'es rien. Tu es une enfant, une femme. L'air dans la pièce sembla geler. Henri, le chef, s'arrêta de bouger dans la kitchenette. Pardon? Demandai-je doucement. Tu m'as entendu, dit mon père en se penchant en avant, sa voix tombant dans un grognement. C'est contre nature. Une femme ne devrait pas thésauriser les richesses comme un dragon pendant que les hommes de la famille s'en sortent à peine. Les actifs devraient être entre les mains de l'homme de la famille. C'est l'ordre naturel. Tu devrais nous transférer ce bateau et tes comptes à Brandon et moi pour les gérer. Nous saurions comment les faire fructifier correctement. Nous veillerions à ce que l'héritage familial soit sécurisé. Elle était là, la vérité nue et laide. Il ne s'agissait pas seulement de la dette. Il ne voulait pas seulement un sauvetage, il voulait un coup d'État. Mon père ne supportait pas le fait que la fille qu'il avait écartée soit maintenant le titan financier qu'il avait toujours prétendu être. Il ne voulait pas de mon aide, il voulait ma soumission. Il voulait me dépouiller de mon pouvoir et le redistribuer aux propriétaires légitimes, les hommes. Je sentis une rage froide se cristalliser dans ma poitrine, tranchante et dure comme un diamant, mais je ne laissai rien paraître sur mon visage. Dans une négociation, lorsque votre adversaire révèle sa faiblesse ultime, son ego, vous n'attaquez pas. Vous reculez. Vous simulez la vulnérabilité. Vous le laissez penser qu'il a porté un coup. Je baissai les yeux. Je laissai mes épaules s'affaisser légèrement. Je ramassai ma serviette et tamponnai ma bouche, cachant la crispation de ma mâchoire. Est-ce vraiment ce que vous ressentez, demandai-je, la voix à peine au-dessus d'un murmure. Que je ne suis pas capable? Nous disons simplement que tu as besoin de conseils, dit ma mère, sa voix s'adoucissant maintenant qu'elle sentait la victoire. C'est un fardeau trop lourd pour une fille seule. Ton père veut juste te protéger du stress. Je vois, dis-je. Je pris une lente inspiration, la laissant trembler à l'expiration. Peut-être avez-vous raison. Je me suis senti si seul ces 5 dernières années.
Je voulais juste construire quelque chose dont vous seriez fiers. Mais peut-être n'ai-je construit qu'un mur. Exactement, dit Brandon, s'adossant à sa chaise, un sourire suffisant s'étalant sur son visage. J'ai besoin de réfléchir, dis-je en me levant. Je m'assurais que mes mouvements étaient lents, hésitants. J'ai besoin d'un moment pour digérer cela. C'est beaucoup demandé. Prends ton temps, dit mon père magnanimement. Reprenant sa fourchette, il regarda les noix de Saint-Jacques avec un nouvel intérêt. La nourriture refroidit. Nous serons juste ici. Je serai dans mon bureau, dis-je. S'il vous plaît, profitez du vin. Je sortis de la salle à manger, gardant la tête basse jusqu'à ce que je tourne le coin du couloir. Dès que je fus hors de leur vue, je redressai ma colonne vertébrale. L'hésitation disparut. La vulnérabilité s'évapora. J'entrai dans mon bureau et verrouillai la porte silencieusement. Je me dirigeai vers le bureau et affichai le flux de surveillance de la salle à manger sur mon moniteur principal. Il n'était pas solennel. Il ne priait pas. Il riait. Tiffany versait plus de vin, en renversant sur la nappe. Brandon tapait dans la main de mon père. Ma mère regardait déjà l'argenterie, retournant une fourchette pour vérifier le poinçon, se demandant probablement si elle pouvait être mise en gage. Elle craque, j'entendis Brandon dire à travers les microphones haute fidélité que j'avais installés. Avez-vous vu son visage? Elle meurt d'envie que nous l'aimions à nouveau. Elle signera, dit mon père en mâchant bruyamment. Elle a toujours été faible. Elle a besoin d'être dirigée. Je les observai pendant un long moment. Ils ressemblaient à des hyènes se régalant d'une carcasse qu'elles n'avaient même pas tuée. Je saisis mon téléphone et ouvris l'application de messagerie cryptée. J'écrivis un message à Elias. Nouvelles instructions. Ce n'est pas seulement une dette. C'est une tentative de prise de contrôle hostile. Il vise une procuration ou un transfert d'actifs. Creuse du côté de Global Tech Venture de Brandon et découvre si mon père a des dettes de jeu ou des privilèges que j'ignore. Je veux le dossier complet. Option nucléaire. J'appuyai sur envoyer. Sur l'écran, mon père leva un verre à la pièce. À l'Empire Chapman, portate-t-il en toast. Je m'adossai à ma chaise, la lumière bleue du moniteur se reflétant dans mes yeux. À l'audit, chuchotai-je. À 2h14 du matin, l'email d'Elias arriva enfin dans ma boîte de réception. L'objet était clair, projet RAID ENC, urgent. J'ouvris la pièce jointe. Ce n'était pas un résumé, c'était l'autopsie de la vie financière de mi-frère. Elias avait été méticuleux. La première page démantelait le mensonge que Brandon avait raconté au dîner. Il n'y avait pas de protocole de finance décentralisé. Il n'y avait pas d'algorithme. Il n'y avait pas d'arbitrage. L'opportunité d'investissement était une fabrication et une couverture maladroite pour un vice beaucoup plus ancien et beaucoup plus laid. Brandon jouait, non pas dans des casinos où il y a des limites et des réglementations, mais sur des sites de paris sportifs offshore et des transactions d'options spéculatives à haut risque. Il perdait de l'argent depuis 18 mois. Mais là n'était pas la crise. La crise résidait dans la manière dont il avait essayé de boucher le trou. Je fis défiler jusqu'à la section intitulée « Structure de responsabilité ». La dette de 248 000 $ n'était pas due à une banque. Elle était due à une société de prêt privé appelée Apex Capital Solutions, une officine basée dans un petit centre commercial du New Jersey spécialisé dans les actifs en difficulté et les prêts relais à taux d'intérêt élevés, le genre d'endroit où l'on va quand les banques vous ont déjà mis à la porte en riant. Le prêt était structuré avec un paiement final global, intérêts élevés, court terme, avec une clause de défaut stricte déclenchant la saisie immédiate de la garantie. Je fronçai les sourcils. Un prêteur comme Apex ne donne pas $250 000 à un homme sans emploi avec une cote de crédit inférieure à 5 cents sans une garantie importante. Brandon ne possédait rien. Sa voiture était en leasing. Son appartement était loué. Je tournai la page vers l'accord de garantie. Mon sang ne fit qu'un tour. L'adresse listée comme garantie n'était pas l'appartement de Brandon. C'était le 1402 Maplewood Drive. La maison de mes parents. La maison où j'avais grandi. La maison que mon père prétendait être son château, son héritage, le seul actif qu'il avait fini de payer après 30 ans de travail en usine. Je zoomai sur le bloc de signature au bas de l'acte de fiducie. Là, à l'encre noire, se trouvaient 3 signatures, Brandon Chapman,
Thomas Chapman, Deborah Chapman. Je fixai les signatures pendant un long moment. La signature de mon père est distincte, un gribouillis angulaire et vif qu'il exécute avec une rapidité agressive. Celle de ma mère est ronde, bouclée, presque enfantine. Les signatures à l'écran semblaient correctes au premier coup d'œil, mais je suis une professionnelle. Je cherche les fissures dans les fondations. J'ouvris une seconde fenêtre et affichai de vieilles cartes d'anniversaire et des documents fiscaux que j'avais conservés d'il y a des années. Je les plaçai côte à côte avec le document de prêt. Le Thomas Chapman sur le document de prêt présentait une marque d'hésitation au sommet du T. L'encre était légèrement plus lourde au début du C, comme si là maintenant le stylo avait marqué une pause pour vérifier sa position. Il lui manquait la vélocité fluide d'une signature authentique. C'était un dessin de signature. Je regardais le nom de ma mère. La boucle sur le D était trop parfaite, trop régulière. Brandon n'avait pas seulement emprunté de l'argent, il avait commis une fraude criminelle. Il avait forgé les signatures de nos parents pour hypothéquer leur maison à leur insu. Ils étaient assis dans mes cabines d'invités en ce moment même, cuvant leur vin, ignorant totalement que leur garçon en or avait déjà vendu le toit au-dessus de leur tête à un requin du New Jersey. S'il faisait défaut et il allait faire défaut aujourd'hui, Apex Capital ne se contenterait pas de poursuivre Brandon, il saisirait la maison de mes parents. Il serait à la rue dans 30 jours. Je m'adossai à ma chaise, le cuir grinçant doucement. Cela changeait entièrement le champ de bataille. Ce n'était pas une demande d'aide, c'était une prise d'otage. Je continuai de faire défiler. Le dossier sur Tiffany était le suivant. Si Brandon était un idiot désespéré, Tiffany était un prédateur calculateur. Elias avait récupéré son empreinte numérique, y compris des messages supprimés d'une sauvegarde cloud dont elle ignorait probablement l'existence. Pendant que Brandon essayait frénétiquement de trouver de l'argent pour arrêter la saisie, Tiffany était occupée ailleurs. Je lus la transcription d'un fil de SMS datant d'il y a 3 jours entre elle et un contact listé comme Steve. Tiffany, si les fonds arrivent sur le compte joint, à quelle vitesse pouvons-nous les transférer vers la SARL de portefeuille séparé? Steve, 24 heures. Mais s'il s'agit d'un don ou d'un héritage, c'est plus propre. Tiffany, sa sœur est solvable. Elle a les poches pleines. Une fois que le virement est confirmé, je veux demander la séparation immédiatement. Je ne coulerai pas avec ce navire. Steve, assure-toi juste que l'argent n'est pas désigné directement pour la dette. Fais-le envoyer comme un transfert personnel. Je sentis un rire sec et sans humour monter dans ma gorge. Elle se jouait de lui. Brandon essayait de m'escroquer pour se sauver, et sa femme prévoyait de l'escroquer dès que l'argent arriverait sur le compte. Elle allait le laisser aller en prison pour fraude pendant qu'elle s'en irait avec la moitié de mon argent. C'était presque impressionnant. C'était une poupée russe de trahison. Je ne ressentais pas de tristesse. Je ne ressentais pas la piqûre de la déception familiale. Ses nerfs avaient été sectionnés il y a 5 ans. Ce que je ressentais, c'était la clarté d'un chirurgien tenant un scalpel. J'avais le diagnostic. Maintenant, je devais inciser. Je saisis mon téléphone sécurisé. Il était presque 3 heures du matin, mais mon avocat, Silas, recevait des honoraires qui coûtaient plus cher que ceux que la plupart des gens gagnaient en une décennie. Il répondit à la deuxième sonnerie. Harper, dit Silas, sa voix nette et bien réveillée. Pas encore, dis-je. J'ai besoin que tu exécutes un accord d'achat immédiatement. Apex Capital Solutions. Ils détiennent une créance en difficulté sur une propriété au 1402 Maplewood Drive. L'emprunteur est Brandon Chapman. Les co-signataires sont Thomas et Deborah Chapman. Tu veux rembourser la créance? Demanda Silas. Non, dis-je, ma voix baissant d'un octave. Je ne veux pas la rembourser. Je ne veux pas éteindre la dette. Je veux acheter la dette. Je veux devenir le détenteur de la créance. Silas marqua une pause. Il comprit immédiatement. Tu veux te mettre dans les bottes du prêteur. Tu veux les droits sur la garantie. Exactement, dis-je. Je veux la cession complète de l'hypothèque. Je veux le billet à ordre endossé à mon nom. Je veux le pouvoir de saisir. Et je veux que ce soit fait avant l'ouverture des marchés à 9 heures. Apex sera ravi de vendre, raisonna Silas. Je sais, dis-je. Prépare l'accord de cession, et prépare un second document, une confession de jugement. Pour qui?
pour Brandon. S'il veut que je règle ça, il va signer une confession admettant la contrefaçon et la fraude. Je la veux notariée. Je la veux blindée. S'il essaie un jour de contester la dette, je veux que cette confession soit automatiquement transmise au procureur. C'est agressif, dit Silas. C'est l'option nucléaire. Ils sont venus chez moi pour me voler, Silas, dis-je en fixant l'image figée de ma famille sur le moniteur. Ils n'ont juste pas utilisé d'armes. Ils ont utilisé la culpabilité. Prépare les papiers. Envoie un notaire mobile à la marina à 7 heures. Ce sera fait, dit Silas. Je raccrochai. Je me levai et marchai vers la fenêtre. La marina était calme. L'eau était noire et immobile, reflétant les quelques lumières du port. Mes parents dormaient dans des draps en coton égyptien, rêvant du chèque que je leur signerais le matin. Ils pensaient que demain serait une célébration. Ils pensaient avoir réussi à ramener la fille égarée au bercail par la culpabilité. Ils n'avaient aucune idée qu'au lever du soleil, ils ne prendraient pas le petit déjeuner avec leur fille. Ils auraient rendez-vous avec leur nouveau créancier. Je regardais la première lueur grise toucher l'horizon. Bienvenue dans la restructuration, chuchotai-je à la vitre. À 7 heures pile du matin, j'appuyais sur le bouton du panneau de contrôle mural qui gérait le système audio intégré du yacht. Je ne choisis pas une mélodie acoustique douce pour les réveiller. J'ai choisi le « Ride of the Valkyrie » de Wagner, et j'ai réglé le volume à un niveau habituellement réservé aux inspections de nightclub. Le son a explosé à travers les haut-parleurs des cabines invitées en dessous du pont, c'était une assaut cuivrée, tonitruant, conçu pour briser le sommeil et le remplacer par une montée immédiate d'adrénaline. Je me tenais sur le pont arrière en sirotant un double espresso, regardant le soleil brûler la brume au-dessus de l'eau. J'étais déjà habillé d'un costume blanc impeccable, mes cheveux tirés en arrière en un chignon sévère et serré. J'ai entendu le martèlement de pieds dans l'escalier. Mon frère, Brandon, est sorti le premier en titubant, ne portant que son boxeur et une expression de pure panique. Sa femme, Tiffany, l'a suivi, enroulant un peignoir de soie autour d'elle, les yeux gonflés et confus. Mes parents sont apparus un instant plus tard, mon père serrant sa poitrine comme si la musique était un coup physique. « Que se passe-t-il » a hurlé ma mère par-dessus le crescendo des cuivres. « Y a-t-il une urgence ?» J'ai tapoté la tablette sur la table et la musique s'est arrêtée instantanément. Le silence qui a suivi était lourd et résonnant. « Bonjour » ai-je dit, ma voix tranchant le calme comme un rasoir. Le petit déjeuner est servi. J'ai fait un geste vers la table. Elle était dressée avec une précision militaire. Fruits frais, pâtisseries, café et jus étaient disposés au centre, mais à chaque place, il n'y avait pas de couvert. À la place, il y avait une épaisse pile de documents légaux reliés par de grosses pinces. À côté de la table se tenait non pas le chef, mais un homme grand aux cheveux gris en costume sombre. « Voici Monsieur Vance » ai-je dit, présentant le notaire mobile que j'avais fait venir de la ville. « Il est ici pour attester les signatures. Veuillez vous asseoir. »« Harper, qu'est-ce que c'est » a demandé mon père, la voix encore ensommeillée mais teintée d'irritation. « Tu as failli me donner une crise cardiaque. On ne peut pas simplement prendre un café ? » « Nous n'avons pas le temps pour le café, » ai-je répondu, restant debout. « Tu m'as dit hier soir que la date limite était ce matin. Tu as dit que les auditeurs, ou qui que ce soit dont tu as peur, arrivent aujourd'hui. Si vous voulez mon aide, nous avançons selon mon calendrier, et mon calendrier commence maintenant. » Ils ont échangé des regards. La mention de la date limite les a réveillés plus vite que ne l'aurait fait la caféine. La peur est revenue dans les yeux de Brandon. Il a tiré une chaise et s'est assis, les mains tremblantes en tendant la main vers un verre d'eau. « Alors, tu vas le faire » a demandé Tiffany, sa voix tombant en un murmure avide. « Tu vas payer la dette ?»« Je vais régler le problème » ai-je corrigé. « Mais nous allons le faire correctement. Je dirige une société financière, Tiffany. Je ne distribue pas des sacs de sport remplis d'argent liquide. Tout est documenté. Tout est légal. Tout est transparent. » Je me suis dirigé vers la tête de la table. J'ai passé les dernières heures à restructurer le portefeuille familial pour que cela fonctionne. Je ne vais pas prêter l'argent à Brandon. Il n'a aucun revenu, aucun actif, et aucune solvabilité. Lui prêter, c'est jeter de l'argent dans un four. Brandon a tressailli, mais il n'a pas protesté, il savait que c'était vrai.
À la place, ai-je continué, je vais acheter un actif. Je propose d'acheter la maison au 1402 Maplewood Drive à maman et papa. Mon père s'est redressé. Vendre la maison? Mais c'est notre foyer. C'est mon héritage. C'est une maison, ai-je dit platement. Et en ce moment, c'est la seule chose de valeur que vous avez pour faire levier. Mais parce que je suis votre fille, je ne vais pas payer la valeur marchande. La valeur marchande est peut-être de 900 000 $ un bon jour. J'ai marqué une pause pour les faits. J'ai observé leurs yeux. Je propose de l'acheter pour 1 500 000 $. Le chiffre est resté suspendu dans l'air. J'ai vu le calcul se faire en temps réel. La bouche de mon père s'est légèrement ouverte. Ma mère a poussé un petit cri. L'avidité est un puissant anesthésiant, elle engourdit les signaux d'alarme dans le cerveau. Il ne pensait pas à pourquoi je surpayerais de 60%. Il pensait au profit. Il pensait au droit à la vantardise. 1,5 million, a répété mon père, sa voix perdant son tranchant. Eh bien, c'est une évaluation très généreuse. Cela reflète la valeur émotionnelle de la propriété, certainement. C'est un sauvetage présenté comme une vente, ai-je dit. Les fonds seront utilisés pour effacer immédiatement la dette de Brandon. Le reste vous restera. Vous pourrez continuer à y vivre en tant que locataire avec un bail viager pour $1 par an. Rien ne change dans votre vie quotidienne. Vous encaissez simplement l'équité. Oh, Harper, a dit ma mère, les larmes montant à ses yeux, des larmes de soulagement, des larmes d'avarice. Je savais que tu nous aimais encore. Je savais que tu viendrais à notre secours. Il y a une condition, ai-je dit. J'ai pointé la pile plus petite de papier devant Brandon. Puisque j'interviens pour sauver Brandon d'une ruine immédiate, et vous tous de l'humiliation de son échec, le sol de la succession familiale doit être préservé. Si j'achète la maison, l'argent va le sauver maintenant. Cela signifie qu'il reçoit son héritage aujourd'hui, il ne le recevra pas plus tard. J'ai regardé mon frère. Le document devant toi est une renonciation complète à l'héritage et une quitte-clin sur tout actif familial futur. Tu signes cela, et je vire les fonds pour couvrir ta dette. Tu repars propre, mais tu repars sans rien d'autre. La maison, les économies, l'avenir, tout reste avec moi pour m'assurer que maman et papa soient pris en charge. Brandon a fixé le papier. Il a regardé Tiffany. Tiffany se mordait la lèvre. Je voyais les rouages tourner dans sa tête. Elle ne se souciait pas de l'héritage futur de Brandon, elle se souciait des 248 000 $ nécessaires pour le garder hors de prison aujourd'hui. Et elle se souciait de l'excédent d'argent que mes parents auraient apparemment de la vente. Elle pensait pouvoir charmer l'argent supplémentaire des vieux plus tard. Signe, Brandon, a sifflé Tiffany. Nous n'avons pas le choix. Les gars arrivent à midi. Mais tout, a demandé Brandon faiblement. Tu obtiens $250 000 pour nettoyer ton désastre, ai-je dit froidement. Prends l'accord, Brandon. C'est le seul sur la table. Mon père a tendu la main vers un stylo. Il n'a même pas lu le contrat de vente, il était trop concentré sur le chiffre de 1,5 million. Il a signé son nom avec panache, son ego gonflé à l'idée que sa maison valait une fortune. Ma mère a suivi, signant rapidement, me souriant comme si nous partagions un secret. Il n'avait aucune idée que je possédais déjà la dette sur la maison. Il n'avait aucune idée qu'en me vendant la maison, il fusionnait légalement le titre avec l'hypothèque que je détenais, me donnant un contrôle absolu et incontesté. Il me remettait les clés de leur propre exécution. Brandon a pris le stylo. Il a hésité une seconde, sa main planant au-dessus de la renonciation. Fais-le, a ordonné mon père. Ta sœur est généreuse. Ne sois pas ingrat. Brandon a signé. Monsieur Vance s'est avancé silencieusement, tamponnant chaque document de son sceau, vérifiant les identités, et verrouillant le piège solidement. Il a rassemblé les papiers et les a placés dans un dossier en cuir. Merci, a dit doucement Monsieur Vance. La transaction est enregistrée. Quand l'argent arrive-t-il, a demandé Tiffany sèchement. J'initie le virement maintenant, ai-je dit, sortant mon téléphone. C'est un transfert interne puisque je banque avec la même institution que le compte de règlement. Cela sera compensé dans 30 minutes. J'ai vu Tiffany se pencher vers Brandon. Elle pensait que j'étais distraite par mon téléphone. Elle a baissé la voix, mais elle ne connaissait pas l'acoustique du pont arrière,
et elle ne savait certainement pas que j'écoutais de tout mon être. Ne t'inquiète pas pour la renonciation, a-t-elle murmuré à l'oreille de Brandon. Une fois l'argent sur notre compte et la dette payée, nous trouverons un avocat. Nous dirons que tu as signé sous la contrainte. Nous dirons qu'elle t'a forcé. Nous récupérons tout. Laisse juste le chèque s'encaisser d'abord. Je n'ai pas scié. Je n'ai pas levé les yeux. J'ai simplement tapoté l'écran de mon téléphone, envoyant un message de confirmation finale à Silas, document sécurisé. Exécute la phase 2. J'ai levé les yeux vers eux. Mon visage était un masque de calme, marbre poli. Bien, ai-je dit, glissant mon téléphone dans ma poche. Cela suffit. Suffit quoi, a demandé ma mère, tendant la main vers une pâtisserie maintenant que la tension était retombée. Suffit de mensonges, ai-je dit pour moi-même, bien qu'il ne m'ait pas entendu. Suffit pour que nous puissions avancer, ai-je dit à voix haute. Monsieur Vance, veuillez préparer le calendrier de décaissement. Je crois que nous avons quelques déductions à discuter. Déduction, a demandé mon père, un morceau de melon à mi-chemin de sa bouche. Quelle déduction? J'ai souri. C'était le sourire d'un loup qui vient de voir la porte de l'enclos à moutons se refermer. Pratique commerciale standard, père, ai-je dit. Regardons les chiffres, monsieur Vance. Le notaire a fermé son portfolio en cuir d'un claquement doux et final qui a résonné dans le silence soudain du pont arrière. Ma famille était assise autour de la table, les yeux fixés sur leur téléphone, attendant la vibration qui signalerait l'arrivée de 1,5 million de dollars sur leur compte joint. Ils ressemblaient à des chiens affamés attendant que le boucher jette un os. Le virement a été initié, ai-je dit, ma voix dépourvue de toute chaleur. J'ai tapoté la tablette devant moi, et le grand écran de 60 pouces monté sur la cloison s'est allumé. Il affichait un tableur, net et austère sur fond blanc. Cependant, avant que les fonds nets ne soient libérés, nous devons examiner l'état de règlement. Conformément au contrat que vous venez de signer, toutes les dettes en cours attachées à la propriété et aux bénéficiaires doivent être réglées avant le décaissement. État de règlement, a demandé mon père, fronçant les sourcils. Il avait un morceau de croissant collé à la lèvre. De quoi parles-tu, Harper? Tu as acheté la maison. Tu envoies l'argent. C'est l'accord. Ne complique pas avec ton jargon d'entreprise. Je ne complique pas, ai-je répondu, me levant et me dirigeant vers l'écran. J'exécute. Et puisque nous parlons de la vente de la maison au 1400 de Maplewood Drive, nous devons aborder les privilèges attachés à ce titre. Il n'y a pas de privilèges, a aboyé mon père, frappant la table de la main. J'ai remboursé cette hypothèque en 1998. J'ai la lettre de la banque encadrée dans le bureau. Cette maison est libre et claire. Elle l'était, les jeux corrigés. Jusqu'à il y a 18 mois. J'ai balayé l'écran. Le tableur a disparu, remplacé par une image scannée d'un acte de fiducie. C'était le document qu'Elias avait trouvé, celui avec les signatures falsifiées. Qu'est-ce que c'est? Ma mère a plissé les yeux vers l'écran. C'est une seconde hypothèque, ai-je dit, prise sur l'équité de votre maison. Le montant principal est de 248 000 dollars. L'emprunteur est indiqué comme Brandon Chapman. Les co-signeurs sont Thomas et Deborah Chapman. Le silence qui a suivi était différent de celui d'avant. Ce n'était pas le silence de l'anticipation, c'était le silence d'un vide aspirant l'oxygène de la pièce. Mon père a tourné lentement la tête, mécaniquement, pour regarder son fils. Brandon était devenu pâle, sa peau avait la couleur de cendres anciennes. Il s'est affaissé plus bas sur sa chaise, refusant de rencontrer le regard de quiconque. Brandon, a murmuré mon père. C'était un son de pure incrédulité. Que as-tu fait? Je l'ai arrangé, a balbutié Brandon, la voix cassée. Harper l'arrange. C'est pour ça que l'argent sert, papa, pour payer ça. Ça va. Je ne le rembourse pas, ai-je interjeté sèchement. J'ai appuyé sur un autre bouton de ma tablette. L'écran a changé à nouveau. Cette fois, ce n'était pas un document, c'était un flux vidéo en direct. Le visage à l'écran était familier pour Brandon. C'était un homme assis dans un bureau faiblement éclairé avec des boiseries et un trophée de marlin sur le mur. Il portait une chaîne en or par-dessus un col roulé noir. C'était l'agent de prêt d'Apex Capital Solutions. Brandon a émis un son comme un chat étranglé.
Il a reculé en trébuchant, sa chaise grinçant contre le pont en teck. Non. Pourquoi est-il là? Tu as dit que tu t'en occuperais. L'homme à l'écran a levé les yeux et hoché la tête. Mademoiselle Chapman. Le virement a été reçu. La transaction est terminée. Merci, monsieur Russo, ai-je dit à l'écran. Veuillez confirmer pour le dossier ce qui a été acheté. Apex Capital a cédé la note promissoire et l'acte de fiducie pour la propriété au 1402 Maplewood Drive au Blackwell Restructure Group, avec effet immédiat, a récité monsieur Russo d'un ton monocorde ennuyé. Nous avons transféré tous les droits de recouvrement et de saisie au nouveau détenteur de la note. Nous sommes hors du coup. Plaisir de faire affaire avec vous. L'écran est devenu noir. Je me suis tourné vers ma famille. Ils avaient l'air comme si j'avais fait exploser une bombe au centre du plateau de fruits. Tu, a soufflé Tiffany, ses yeux allant de moi à son mari. Tu n'as pas payé la dette. Correct, ai-je dit, m'appuyant contre la cloison et croisant les bras. J'ai acheté la dette. Je n'ai pas donné 248 000 $ à Apex Capital pour libérer Brandon. Je leur ai donné l'argent pour acheter le droit de vous posséder. J'ai regardé directement mon frère. Tu ne dois plus au requin du New Jersey, Brandon. Tu me dois. Je suis ton créancier maintenant. Et contrairement à eux, je sais exactement où tu vis. Je sais exactement ce que tu vaux, c'est-à-dire rien. Mais tu es ma sœur, a gémi Brandon. Il a essayé de sourire, une expression maladive et tremblante qui le faisait paraître pathétique. Tu ne saisirais pas sur nous. Tu ne ferais pas de mal à ta propre famille. Tu m'enseignes juste une leçon, non? Ce n'est qu'une tactique d'intimidation. Je suis retourné à la table et j'ai pris la nouvelle pile de documents que M. Vance avait notariés, la renonciation à l'héritage et l'accord de vente pour la maison. Ce n'est pas une leçon, ai-je dit, ma voix descendant à un registre calme, professionnel et absolument terrifiant. C'est une liquidation. Tu as falsifié les signatures de maman et papa, Brandon. C'est un crime grave. Dans la plupart des États, cela te vaut 5 à 10 ans de prison. La seule raison pour laquelle la police ne monte pas cette passerelle en ce moment est que je détiens la note. Je possède la preuve de ton crime. Ma mère a laissé échapper un sanglot, serrant sa serviette contre sa bouche. Ma maison, a-t-elle gémi. Thomas, elle possède la maison. Elle possède la dette. Nous pourrions tout perdre. Harper. Mon père s'est levé, le visage violet de rage. Il a pointé un doigt tremblant vers moi. Tu nous as trompés. Tu nous as laissé signer ces papiers en pensant que nous allions recevoir une aubaine. C'est un piège. C'est une fraude. C'est un contrat contraignant, ai-je répondu, sans fléchir. Vous avez signé un accord de vente pour 1,5 million, mais vous avez oublié de demander les déductions. Vous voyez, quand vous vendez une propriété, vous devez d'abord rembourser les hypothèques existantes. Donc, je déduis les 248 000 $ plus les intérêts que Brandon a volés. Ça laisse encore plus d'1 million, a hurlé Tiffany, se levant et frappant des mains sur la table. Tu as dit 1,5 million. Donne-nous le reste. Nous te poursuivrons en justice. Je prendrai le meilleur avocat de Miami, et nous te poursuivrons pour chaque centime que tu as. Je l'ai regardée avec une pitié sincère. Elle était tellement dépassée qu'elle ne réalisait même pas qu'elle se noyait. Tu ne peux pas me poursuivre, Tiffany, ai-je dit doucement. Regarde la page 14, paragraphe 3 du document que tu viens d'encourager ton mari à signer. J'ai pris le document et lu à voix haute, ma voix claire et précise, les parties sous-signées conviennent que tout litige découlant de cette transaction sera réglé par arbitrage contraignant dans une juridiction choisie par l'acheteur. De plus, les vendeurs reconnaissent que toute dette existante due à l'acheteur par un membre de la famille immédiate du vendeur sera déduite des produits finaux de la vente à un taux de 100% plus une prime de risque punitive. J'ai laissé tomber le papier sur la table. Vous ne l'avez pas lu, ai-je dit. Vous étiez trop occupé à compter de l'argent qui n'était pas le vôtre. Monstre, a sifflé mon père. Non, père, ai-je dit. Les employés sont payés. Vous êtes des passifs, et je fais les comptes. J'ai fait signe à monsieur Vance. Il m'a tendu une dernière feuille de papier. C'était le calendrier de décaissement, le chèque que j'allais réellement leur écrire. Maintenant, ai-je dit, tenant le papier en l'air. Parlons du chiffre final. Après déduction de l'hypothèque volée,
des intérêts accumulés, des frais juridiques pour l'acquisition de la note, du coût de la restructuration d'urgence, et de la prime de risque pour la nature frauduleuse de la garantie. Les produits nets de la vente de votre maison ne sont pas de 1,5 million. J'ai marqué une pause. J'ai laissé le silence s'étirer jusqu'à ce qu'il soit presque insupportable. Le bruit des vagues clapotant contre la coque était la seule chose audible dans l'air lourd et humide. En fait, ai-je dit, après que j'ai déduit le prêt personnel que je suis maintenant forcé d'émettre pour combler l'écart entre la valeur réelle de la maison et le prix gonflé que j'ai offert, le chiffre est assez différent. J'ai placé le papier au centre de la table. Ils se sont tous penchés. Ils ont fixé le chiffre en bas de page. Ce n'était pas un chèque d'1 million de dollars. Ce n'était même pas un chèque de 100 000 dollars. Mon père a levé les yeux vers moi, les yeux écarquillés de choc, la bouche s'ouvrant et se fermant sans son. Ça, a-t-il murmuré. Ça doit être une blague. Je ne fais pas de blague, ai-je dit. Je conclus des affaires. Le morceau de papier posé au centre de la table du petit déjeuner n'était pas un chèque. C'était un état de règlement détaillé, ligne par ligne du genre utilisé dans les fusions d'entreprises complexes. Mon père a fixé le bas de page, son visage perdant toute couleur jusqu'à ressembler à un vieux parchemin. Zéro, a-t-il murmuré, la voix tremblante d'un mélange de confusion et de fureur montante. Il est écrit 0. En fait, ai-je corrigé, me penchant pour tapoter une ligne spécifique avec mon ongle manucuré. C'est 412 dollars. Techniquement, vous me devez les frais de virement, mais je suis prête à y renoncer en geste de bonne volonté. C'est impossible, a hurlé Tiffany, arrachant le papier de la table. Ses yeux ont parcouru le document frénétiquement, cherchant l'erreur, les millions manquants. Tu as dit que la maison valait 1,5 million. Où est l'argent? Passons en revue les calculs, ai-je dit. Mon ton était froid et détaché, comme si j'expliquais une perte trimestrielle à un conseil d'administration. J'ai pointé la première section. Ligne 1, prix d'achat, 1 500 000 dollars. Une évaluation généreuse, comme convenu. J'ai déplacé mon doigt plus bas. Ligne 2, remboursement du privilège existant à Apex Capital Solutions. C'est 248 000 dollars en principal plus 12 000 dollars en intérêts accumulés et frais de retard. Cela est déduit en premier. Donc, tu dis qu'il reste encore plus d'1 million, a crié Brandon, ses mains agrippant le bord de la table si fort que ses jointures sont devenues blanches. Ligne 3, ai-je continué, l'ignorant. Frais juridiques pour l'acquisition d'urgence d'une note en difficulté. Mes avocats ne travaillent pas gratuitement, Brandon. Pas plus que les enquêteurs que j'ai dû embaucher à 2 heures du matin pour découvrir ta fraude. C'est 45 000 dollars. 45 000 dollars, a haleté ma mère. Pour quelques appels téléphoniques? Pour sauver votre fils d'une mise en examen fédérale, ai-je répondu sèchement. Ligne 4, prime de risque pour l'assurance titre sur transfert frauduleux. Puisque l'acte précédent était falsifié, la compagnie d'assurance titre qui est une filiale de ma société et exige une prime de risque de 3 cents pour garantir le transfert. C'est 750 000 dollars. C'est du vol, a rugi mon père, frappant son poing sur la table en tech. Tu nous factures une assurance sur notre propre maison. Je vous facture le fait que votre fils a commis un crime grave sur les documents, ai-je dit. Si j'essaie de vendre cette maison plus tard et que la fraude est découverte, je suis responsable. Je price ce risque. Vous avez signé l'accord acceptant tous les frais de clôture standards et non standards. C'est là, au paragraphe 12. Je n'ai pas arrêté. Ligne 5, prépaiement du bail viager. Vous vouliez rester dans la maison, non? Un bail viager pour 2 personnes dans ce quartier, calculé actuariellement pour encore 20 ans, est évalué à 450 000 dollars. Je l'ai déduit d'avance pour sécuriser votre location. Tu nous fais payer un loyer pour vivre dans notre propre maison. Ma mère a pleuré, ses larmes coulant librement maintenant. Harper, comment as-tu pu? Je sécurise votre logement, ai-je dit. Si je ne l'avais pas déduit maintenant, vous devriez me payer mensuellement. Et vu le passé de Brandon avec l'argent, je ne vous fais pas confiance pour payer le loyer. De cette façon, vous êtes en sécurité. Vous avez un toit au-dessus de votre tête. Vous n'avez juste pas l'argent liquide. J'ai pointé la somme finale. Total des déductions, 1 500 412 dollars. Produit net au vendeur, 0.
Le silence qui a suivi était absolu. Le vent balayait le pont, faisant volter les bords de l'état de règlement. « Tu nous as trompés » a balbutié Brandon. Il avait l'air sur le point de vomir. « Tu nous as laissé penser que nous allions devenir riches. »« Je vous ai laissé penser ce que vous vouliez penser, ai-je dit. Je vous ai dit que je réglais le problème. Le problème était la dette est partie. Le problème était la saisie potentielle, la maison est en sécurité. Le problème était votre manque de liquidité, j'ai retiré l'actif que vous utilisiez pour vous enfoncer. Tu es libre de dette, Brandon. Tu devrais me remercier. Ce n'est pas juste, a hurlé Brandon. Le son était brut, un cri enfantin d'un homme adulte. Ce n'est pas juste. Tu as tout. Tu as ce bateau. Tu as l'argent. Tu as le pouvoir. Tu aurais pu simplement écrire le chèque. Pourquoi dois-tu nous ruiner? Juste? Ai-je demandé, ma voix basse et dangereuse. Tu veux parler de justice? La justice n'est pas d'appeler ta fille pendant 5 ans. La justice n'est pas de rater chaque anniversaire, chaque fête, chaque promotion. La justice n'est pas de m'effacer de ta vie jusqu'à ce que tu aies besoin d'une banque. J'ai fait un pas vers lui. Est-ce juste que tu aies volé la maison de maman et papa? Est-ce juste que tu aies falsifié leur nom? Est-ce juste que tu sois venu ici, chez moi, pour me mentir en face et essayer de m'extorquer $250 000? Tu as raison, Brandon. Ce n'est pas juste. C'est des affaires. Et dans les affaires, on paie pour ses erreurs. Ce ne sont pas des affaires, a tonné mon père, se levant pour m'affronter. Il a essayé de convoquer l'ancienne autorité, la présence terrifiante qui me faisait recroqueviller enfant. C'est la famille. Nous sommes ton sang. La Bible dit. Ne me cite pas la Bible, les yeux coupés, ma voix claquant comme un fouet. La Bible n'a pas signé ce contrat, c'est toi qui l'as fait. Et ne me parle pas de sang. Le sang est la raison pour laquelle je n'ai pas appelé la police. Le sang est la raison pour laquelle tu es sur un yacht au lieu d'une cellule de prison. C'est la seule miséricorde que tu obtiendras. Ma mère sanglotait dans ses mains, se balançant d'avant en arrière. Nous n'avons rien, a-t-elle gémi. Nous n'avons absolument rien. Nous sommes démunis. Vous avez une maison, lui ai-je rappelé. Tiffany, qui fixait le papier sous le choc, a soudain levé les yeux. Ses yeux étaient durs, et la panique avait été remplacée par un instinct de survie froid. Elle s'est tournée vers Brandon. Idiot, a-t-elle sifflé. Tu m'as dit qu'elle paierait. Tu m'as dit qu'elle était faible. Tu as dit qu'elle était désespérée pour l'approbation de papa. Je pensais qu'elle l'était, a plaidé Brandon. Tu as signé la renonciation, a hurlé Tiffany en le poussant à l'épaule. Tu as renoncé à ton héritage. Tu as renoncé à tout pour rien. Espèce de perdant inutile et incompétent. J'aurais dû te quitter il y a 6 mois. Tiffany, s'il te plaît, a supplié Brandon, tendant la main vers son bras. Ne me touche pas, s'est-elle reculée. Elle s'est tournée vers moi, son visage passant instantanément à un masque de supplication. Harper, écoute. Je ne savais pas. Je ne savais pas pour la falsification. Je ne savais pas que la dette était si grave. Il m'a menti aussi. Tu dois me croire. C'est entièrement lui. Ne pourrions-nous pas trouver un arrangement? Je suis une victime ici aussi. Je l'ai regardé avec un dégoût pur. Tu n'es pas une victime, Tiffany. Tu es une complice. J'ai vu les textos. Je sais que tu prévoyais de divorcer dès que l'argent serait sur le compte. Tu es juste en colère que la voiture de fuite ait un pneu crevé. C'est un mensonge, a-t-elle hurlé, mais son visage est devenu rouge. Brandon a regardé sa femme, la réalisation se faisant jour. Tu allais me quitter? Bien sûr que oui, a-t-elle craché. Regarde-toi. Tu es un raté. Le visage de Brandon s'est tordu. L'humiliation, la perte de l'argent, la trahison de sa femme, la domination de sa sœur, tout s'est coagulé en une rage aveuglante. Il a poussé un rugissement guttural et s'est jeté par-dessus la table vers moi. Je vais te tuer, a-t-il hurlé, tendant la main vers ma gorge. Sorcière! Donne-moi mon argent. Il n'y est jamais arrivé. Avant même qu'il puisse franchir le centre de table, 2 grandes mains se sont refermées sur ses épaules. Le chef de la sécurité,
qui se tenait silencieusement près de l'escalier, a ramené Brandon dans sa chaise avec assez de force pour faire trembler les couverts. « Assieds-toi » a grogné le garde, gardant une main lourde sur la poitrine de Brandon. Brandon s'est débattu une seconde, puis s'est affaissé, s'effondrant en sanglots essoufflés. Mon père a regardé le garde, puis moi, réalisant pour la première fois à quel point ils étaient en danger physique. Ils n'étaient pas aux commandes. Ils étaient des invités sur une forteresse. Je n'ai pas bronché. Je n'avais pas bougé un muscle quand il s'était jeté. Je l'ai simplement regardé, calme et impassible. « Apportez-lui un verre d'eau » ai-je dit au garde. « Nous n'avons pas fini. »« Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre » a demandé mon père, la voix défaite, creuse. « Tu as pris la maison. Tu as pris l'héritage. Tu nous as humiliés. Que veux-tu de plus, Harper ? Du sang ? Je ne veux pas de sang, ai-je dit, lissant le revers de ma veste. Je veux de la clarté. Tu vois, l'argent était la partie facile. Les calculs sont simples. Mais il y a une dernière chose dont nous devons parler, un dernier mensonge qui doit être corrigé. Je me suis dirigé vers le buffet et j'ai pris une petite télécommande. Vous êtes venu ici en prétendant que je vous manquais, ai-je dit, me tournant vers eux. Vous avez prétendu que le silence des 5 dernières années n'était qu'un éloignement naturel. Vous avez prétendu que vous m'aimiez. J'ai pointé la télécommande vers l'écran. Voyons si c'est vrai, ai-je dit. Parce que pendant que mes enquêteurs examinaient vos finances, ils ont trouvé autre chose, quelque chose que vous pensiez probablement effacer pour toujours. J'ai appuyé sur le bouton. L'écran a clignoté. Ceci, ai-je dit, est la comptabilité finale. Le fichier audio que j'avais sélectionné était court, clair et dévastateur. C'était un message vocal que Tiffany avait envoyé à sa sœur il y a seulement 20 minutes, enregistré alors qu'elle était censée être dans la salle de bain pour retoucher son maquillage. Les haut-parleurs du panneau de la cloison crachotèrent, puis la voix de Tiffany emplit l'air libre du pont, forte et indiscutable. « Ma fille, je tremble. L'idiot va vraiment signer la décharge. Il pense que sa sœur va le tirer d'affaire. Mais dès que l'argent arrivera sur le compte joint, je le transfère sur la coquille offshore dont on a parlé. J'ai le virement prêt sur mon téléphone. Je vais déposer les papiers demain et le laisser avec la dette. J'ai hâte de voir sa tête quand il réalisera qu'il est fauché et célibataire la même semaine. » L'enregistrement se termina par un clic sec. Pendant 3 secondes, le seul bruit fut le vent qui claquait le pavillon à la poupe. Brandon se tourna lentement vers sa femme. Son visage n'était plus rouge de colère, il était blême, vidé de tout sang. Il avait l'air d'un homme qui venait de se faire tirer dans le ventre et qui commençait seulement à réaliser qu'il saignait. « Tiffany » murmura-t-il. Tiffany se leva si vite que sa chaise bascula en arrière. « C'est faux » hurla-t-elle, pointant un doigt tremblant vers l'écran. « C'est de l'IA. On peut faire n'importe quoi avec les ordinateurs maintenant. Elle essaie de me piéger parce qu'elle me déteste. Brandon, chérie, tu sais que je ne ferai jamais ça. C'est un deepfake. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas haussé la voix. J'ai simplement tapoté à nouveau sur la tablette. L'écran est passé à un journal de métadonnées. Ce fichier a été créé à 6h42 ce matin, ai-je dit, d'une voix clinique. La balise de géolocalisation est juste ici, cabine invitée Obsidian 2, salle de bain tribord. À moins qu'une intelligence artificielle ait forcé l'entrée de votre salle de bain et enregistré ça pendant que vous vous brossiez les dents, c'est vous, Tiffany. J'ai balayé l'écran à nouveau. Et voici la capture d'écran du virement que vous avez en file d'attente sur votre téléphone, $200 000 vers un compte aux îles Caïmans au nom de TC Holdings. TC Tiffany Chapman. Vous n'avez même pas été créative avec l'acronyme. Brandon émit un son qui était à moitié un sanglot, à moitié un rire. C'était un bruit horrible, brisé. Tu m'as traité d'idiot, dit-il en la fixant. Dans l'enregistrement, tu m'as traité d'idiot. Parce que tu en es un, explosa Tiffany, abandonnant complètement la comédie, le visage tordu en un rictus. Regarde-toi. Tu es un homme de 30 ans qui a encore besoin de maman et papa pour co-signer ses prêts. Tu n'as jamais gagné un centime tout seul. Je suis resté 5 ans à attendre le gros gain que tu promettais, et tout ce que j'ai eu, c'est des dettes et une BMW en location. J'ai mérité cet argent, Brandon. J'ai supporté ta présence.
Tu as supporté sa présence, halta ma mère, serrant ses perles. Après qu'on t'ait accueilli? Après qu'on t'ait traité comme une fille? Vous m'avez traité comme une jument poulinière dont vous espériez des petits-enfants, cracha Tiffany en retour. Et vous êtes aussi fauché que lui maintenant. J'en ai fini. Je pars. Elle se tourna pour attraper son sac, mais je me raclai la gorge. Ce fut un son doux, mais elle s'arrêta net. Vous partez, acquiesçai-je. Mais vous partez les mains vides, et vous partez à pied. Je prends la voiture, répliqua T.L. sèchement. La voiture est louée au nom de Brandon, dis-je. Et puisque Brandon vient de faire défaut sur ses obligations principales et que je détiens la procuration sur les actifs mis en garantie, la voiture reste. Vous pouvez appeler un Uber à la grille si vous avez une carte de crédit qui n'est pas plafonnée. Tiffany me regarda avec une haine pure. Tu penses que tu as gagné, hein? Tu penses que parce que tu as de l'argent, tu vaux mieux que nous? Je ne pense pas valoir mieux, dis-je. Je pense que je suis solvable. Au revoir, Tiffany. Je fis un signe au chef de la sécurité. Il s'avança, sa présence massive et silencieuse. Tiffany le regarda, puis regarda Brandon, qui avait la tête dans les mains. Elle ricana, attrapa son faux sac de marque et marcha vers la passerelle sans se retourner. Faites-la sortir de mon quai, dis-je au garde. Si elle revient, arrêtez-la pour intrusion. Quand elle fut partie, le silence qui s'abattit sur la table était lourd, étouffant. Mes parents restèrent figés, pris entre les décombres du mariage de leur fils et le cratère de leur propre ruine financière. C'était une diablesse, marmonna mon père, essayant de trouver un méchant à combattre. Elle l'a manipulé. Brandon, fiston, elle t'a forcé à le faire. On le sait. Elle t'a embrouillé. Arrêtez, dis-je. Mon père leva les yeux, surpris par la dureté de mon ton. Arrêtez de réécrire l'histoire. Tiffany n'a pas falsifié vos signatures, papa. C'est Brandon qui l'a fait. Je fis réapparaître l'image de l'acte de fiducie. Je zoomai sur les signatures jusqu'à ce qu'elles mesurent 1 mètre sur l'écran. Regardez-les, ordonnai-je. Vraiment, regardez-les. Ce n'est pas de la confusion. C'est de l'entraînement. Ce sont des heures à calquer votre écriture jusqu'à ce qu'il la reproduise assez bien pour tromper un employé à New Jersey. Tiffany était peut-être cupide, mais votre garçon en or est un criminel. Il ne voulait pas nous faire de mal, plaida ma mère, la voix faible et tremblante. Il était désespéré. Il vous a volé votre maison, dis-je. Et il l'a fait il y a 18 mois. Il vous a menti en face tous les dimanches pendant 1 an et demi. Il vous a laissé dormir dans une maison qui ne vous appartenait plus. Si je n'avais pas racheté cette créance aujourd'hui, le shérif aurait jeté vos meubles sur la pelouse la semaine prochaine. Mais tu as arrangé ça, dit mon père, sa voix reprenant un peu de force, essayant de trouver une prise sur la falaise. Tu as acheté la maison, donc elle reste dans la famille. On est en sécurité. Vous n'êtes pas en sécurité, le corrigeai-je. Vous êtes locataire. Je pris l'accord de vente qu'ils avaient signé avec tant d'empressement 20 minutes plus tôt. Vous n'avez pas lu les termes. Vous étiez tellement obsédé par l'idée que je devais donner mes biens à l'homme de la famille que vous n'avez pas réalisé ce que vous faisiez. Vous vouliez me forcer à transférer le pouvoir à Brandon. Au lieu de cela, vous avez volontairement signé l'acte en ma faveur. Je suis maintenant la seule propriétaire du 1402 Maplewood Drive. Vous vivez là parce que je l'autorise. Vous dormez là parce que je le permets. Le visage de ma mère devint livide. Elle regarda autour d'elle sur le yacht, comprenant enfin l'ampleur du piège. Mais si tu changes d'avis, murmura-t-elle. Si tu te mets en colère? Où allons-nous? Où vivrons-nous? Je la regardai. Je regardais la femme qui avait changé les serrures de ma chambre d'enfant le lendemain de ma remise de diplôme parce que j'avais refusé d'épouser le fils de son ami d'église. Je regardais la femme qui ne m'avait pas appelé quand j'avais été hospitalisé pour une pneumonie il y a 3 ans, même si la tante Martha le lui avait dit. Où vivez-vous? Répétai-je. Je me penchai en avant, posant les 2 mains sur la table. Vous avez eu 5 ans pour me demander où je vivais. Vous avez eu 1825 jours pour vous demander si j'avais un toit au-dessus de la tête. Vous ne vous êtes pas soucié de savoir où j'étais quand je dormais dans ma voiture parce que je ne pouvais pas payer le loyer. Vous ne vous êtes pas soucié de savoir où j'étais quand je construisais cette entreprise de rien.
Vous ne vous souciez du logement que maintenant que l'orage vous frappe. C'est différent, balbutia mon père. Nous sommes tes parents. Et j'étais votre enfant, dis-je. Le contrat est signé. Vous avez un bail. Tant que vous respectez mes règles, vous avez un foyer. Mais n'oubliez jamais qui détient les clés. Brandon releva la tête. Ses yeux étaient rouges, cernés de noir. Il me regarda, et pour la première fois, je ne vis pas d'arrogance, je vis de la peur. Et moi, croassa-t-il. Tiffany est partie. L'argent est parti. Qu'est-ce qui m'arrive? Tu as le choix, dis-je. J'ai la confession de jugement que tu as signée. J'ai la preuve de la falsification. Je peux déposer ça chez le procureur cet après-midi, et tu iras en prison pour fraude. Brandon tressaillit comme si je l'avais frappé. Où, demanda-t-il. Où tu trouves un emploi, dis-je. Un vrai emploi. Pas une opportunité d'investissement, pas un plan. Tu commences en bas, tu travailles, et chaque mois tu me verses 20% de ton salaire pour rembourser la prime de risque que j'ai payée aujourd'hui. Je ne peux pas faire un boulot normal, génie Brandon. J'ai mal au dos. J'ai de l'anxiété. Alors tu as une peine de prison, dis-je simplement. Choisis. Il s'affaissa sur sa chaise. Il savait que ce n'était pas du bluff. Il regarda nos parents à la recherche d'aide, mais il fixait la table, incapable de croiser son regard. L'illusion de la famille parfaite avait volé en éclats pas par moi, mais par la vérité que je les avais forcés à regarder. Je me redressai, lissant le devant de mon costume blanc. Le soleil était maintenant haut, dur et éclatant, ne laissant aucune ombre où se cacher. C'est cruel, pleura ma mère. Tu fais ça pour nous punir. C'est de la vengeance. Je la regardai, puis regardai l'état de règlement, puis l'acte signé. Non, maman, dis-je, la voix aussi calme que l'eau morte dans le port. La vengeance est émotionnelle. La vengeance est désordonnée. Ceci n'est que des mathématiques. Je pris la télécommande et éteignis l'écran. Ce n'est pas de la vengeance. C'est un règlement. Le soleil était haut maintenant, projetant des ombres dures et impitoyables sur le pont de l'Obsidian. La brume matinale s'était dissipée, ne laissant nulle part où se cacher. Ma famille était assise au milieu des décombres de leurs attentes. Ils étaient arrivés en espérant une célébration, une réunion et un gain inattendu. Ils repartaient comme locataires dans une maison qu'ils ne possédaient plus, attachés à une fille qu'ils avaient essayé d'exploiter. Tiffany était partie, escortée hors de la propriété par la sécurité. Son absence laissait un vide que Brandon semblait incapable de combler. Il était affalé sur sa chaise, fixant ses mains, dépouillé de la bravade qui le protégeait habituellement. Il n'était plus le garçon en or, il était un homme de 32 ans avec une confession de niveau crime dans le coffre de sa sœur et une faillite en perspective. Le bail de ta voiture est aussi en défaut, dis-je, brisant le silence. Je ne le dis pas avec malveillance, je le dis comme un fait. J'ai vu les avis dans l'arrière-plan du fichier numérique qu'Elias a récupéré. Ils vont la reprendre, Brandon, probablement aujourd'hui ou demain. Peux-tu, commença Brandon, puis s'arrêta. Il me regarda, les yeux humides et rouges. Peux-tu les arrêter? Je pourrais, dis-je. Je pourrais faire un chèque pour les 4000 $ que tu dois, mais je ne le ferai pas. Pourquoi? S'écria ma mère, la voix brisée. Tu viens de dépenser plus d'1 million pour la maison. Qu'est-ce que 4000 $ de plus pour garder ton frère mobile? Parce que la maison sécurise mes parents, répondis-je. La voiture ne sécurise rien d'autre que l'ego de Brandon. S'il veut conduire, il peut prendre le bus, ou il peut trouver un emploi et acheter une Honda d'occasion. Ce n'est pas mon problème. Mon père se leva lentement. Il paraissait plus vieux qu'en montant la passerelle. L'air pompeux avait disparu, remplacé par une fragilité grise et ébranlée. Harper, dit-il d'une voix rauque. Pouvons-nous parler? Juste nous. Sans les avocats, sans les gardes de sécurité, s'il te plaît. Juste ta mère et moi. Je fis signe au chef de la sécurité de reculer vers la station de bar, hors de portée de voix mais à vue. Allez-y, dis-je. Mes parents firent le tour de la table pour se tenir devant moi. Ma mère tendit la main pour toucher mon bras, mais je ne bougeai pas vers elle, et elle laissa retomber sa main. On ne savait pas que c'était aussi grave, murmura ma mère.
On ne savait vraiment pas qu'il avait fait ça pour l'acte. Tu dois nous croire, Harper. On n'aurait jamais essayé de te faire du mal si on avait su. Vous n'auriez pas essayé de me faire du mal, demandai-je, haussant un sourcil. Vous êtes resté assis 1 heure à essayer de me culpabiliser pour que je vous donne de l'argent. Vous m'avez dit que j'étais anormal d'avoir de l'argent. Vous avez essayé de me forcer à céder mes biens à Brandon parce que c'est un homme. Vous étiez parfaitement heureux de me faire du mal, maman. Vous ne saviez simplement pas que j'avais un bouclier. On avait peur, insista mon père. On avait peur de perdre la maison. On pensait que tu étais assez forte pour encaisser le coup. Tu as tellement, Harper. On pensait juste que tu pouvais partager le fardeau. Partager le fardeau, répétai-je. La phrase avait un goût de cendre dans ma bouche. Je regardais l'horizon de Miami, scintillant dans la chaleur. Vous vous souvenez d'il y a 5 ans, demandai-je. La semaine où j'ai arrêté d'appeler. Tu étais occupé, dit ma mère rapidement. Tu venais d'arriver en ville. On pensait que tu travaillais dur. Non, dis-je. Je ne travaillais pas. J'étais à l'hôpital. Ils se figèrent. J'ai eu une rupture de kyste ovarien, dis-je, la voix ferme, dépourvue des larmes qu'ils attendaient probablement. J'étais seul dans un studio. Je n'avais pas encore d'assurance maladie parce que mon contrat n'avait pas commencé. J'étais à l'agonie. Je vous ai appelé, maman. J'ai appelé la ligne fixe 3 fois. J'ai appelé ton portable 2 fois. Le visage de ma mère devint pâle. Elle cligna des yeux, fouillant dans sa mémoire. Je me souviens, murmura-t-elle. Je me souviens d'avoir vu les appels manqués, mais c'était la fête de fiançailles de Brandon la Grande, au country club. On accueillait les invités. J'ai pensé que tu appelais pour féliciter. J'ai laissé un message vocal, dis-je. J'ai dit que j'avais peur. J'ai dit que j'avais mal. Je vous ai demandé de venir. Je ne l'ai écouté que le lendemain, balbutia-t-elle. Et à ce moment-là, conclus-je, je m'étais conduite moi-même aux urgences. J'ai subi une opération d'urgence seule. Je me suis réveillée seule. Et quand je vous ai appelé le lendemain pour vous dire que j'avais besoin d'aide pour la franchise $500, c'était tout ce dont j'avais besoin. Vous m'avez dit que vous ne pouviez pas aider parce que vous veniez de verser la compte pour le lieu du mariage de Brandon. Le silence sur le pont était absolu. Même les mouettes semblaient avoir cessé de crier. C'était le moment, dis-je. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas une dispute. C'était un choix. Vous avez choisi sa fête plutôt que mon opération. Vous avez choisi son bonheur plutôt que ma survie. Alors ne venez pas me parler de fardeaux familiaux. J'ai porté mon fardeau seul. Maintenant, vous pouvez porter le vôtre. Mon père baissa les yeux sur ses chaussures. Il ne pouvait pas me regarder. Le terrain moral qu'il avait essayé de revendiquer toute la matinée s'était effondré en poussière. On est désolé, marmonna-t-il. Harper, on est tellement désolé. Je ne veux pas de vos excuses, dis-je. Les excuses ne sont que des mots. Elles ne paient pas le loyer. Elles ne réparent pas le passé. Alors qu'est-ce que tu veux, demanda ma mère, pleurant ouvertement maintenant. Tu veux qu'on te supplie? On te supplie. S'il te plaît, ne nous déteste pas. Je ne vous déteste pas, dis-je. La haine demande de l'énergie. Je n'ai plus d'énergie pour vous. J'ai de l'indifférence. Je retournai à la table et pris le dossier contenant l'accord de location. Voici la réalité, dis-je en tendant le dossier à mon père. Et Brandon, demanda mon père, serrant le dossier comme une bouée. Si Brandon vit là, il paie un loyer, dis-je. À moi. Le taux du marché pour une location de chambre dans ce code postal est de $800 par mois. S'il ne paie pas, je l'expulse. S'il cause des problèmes, je dépose la confession de jugement et il va en prison. Il n'est plus mon projet. Il est un locataire en probation. Mais c'est une vie dure, dit doucement ma mère. On avait des attentes. Vous avez un toit payé et de la nourriture sur la table, dis-je. C'est plus que ce que j'avais il y a 5 ans. C'est une bonne vie. C'est juste une vie simple. Vous vouliez que je vous sauve de la ruine. Je l'ai fait. Je n'ai pas dit que je vous sauverais de la réalité. Elle a raison. La voix venait de derrière moi. C'était la tante Martha.
J'avais presque oublié qu'elle était là. Elle était restée assise tranquillement dans le coin du salon tout le temps, observant et écoutant. Maintenant elle se leva, le visage rougi par un mélange de colère et de tristesse. « Martha, avertit mon père. C'est une affaire de famille. » « Je suis de la famille, » rétorqua Martha en s'approchant pour se tenir à côté de moi. Elle regarda son frère et sa belle-sœur avec un niveau de déception qui semblait les rapetisser. « Je vous ai observé pendant 30 ans. Je vous ai vu gâter ce garçon jusqu'à ce qu'il pourrisse, et je vous ai vu ignorer cette fille parce qu'elle n'avait pas besoin que vous lui attachiez les lacets. » Elle posa une main sur mon épaule. Elle était chaude. C'était le premier contact humain que je ressentais de la journée qui ne ressemblait pas à une transaction. « Vous la regardez comme si c'était une étrangère, » leur dit Martha. « Mais elle est exactement celle que vous avez faite. Vous lui avez appris que l'amour est conditionnel. Vous lui avez appris que l'argent est le seul langage que vous parlez. Eh bien, félicitations. Elle a appris la langue mieux que vous. »« Martha, s'il te plaît, » sanglota ma mère. « Vous ne l'aimez pas, » dit Martha, la voix tremblante mais forte. « Vous aimez ce qu'elle a. Vous aimez le bateau. Vous aimez le sauvetage. Vous aimez l'idée d'une fille riche, mais vous ne l'aimez pas. Si elle vous avait dit qu'elle travaillait dans un dîner aujourd'hui, vous seriez reparti de ce bateau sans jamais la rappeler. » Mes parents ne répondirent pas. Ils ne pouvaient pas. La vérité planait dans l'air, lourde et indéniable. « Rentrez chez vous, » dis-je doucement. La voiture attend à la grille pour vous ramener. Profitez de la maison. C'est une belle maison. Mon père me regarda une dernière fois. Il n'y avait plus de colère dans ses yeux, seulement une défaite terne et vide. Il prit le bras de ma mère. Brandon se leva, s'essuyant le nez avec sa manche, ressemblant à un fantôme. Ils se tournèrent et marchèrent vers la passerelle. Ils ne regardèrent pas en arrière. Ils ne firent pas signe. Ils s'éloignèrent simplement à 3 silhouettes plus petites sur fond de yacht massif et d'eau scintillante. La tante Martha serra mon épaule. « Je suis fière de toi, » murmura-t-elle. « Mais je suis aussi désolée. Aucun enfant ne devrait avoir à être le banquier de ses parents. »« Je ne suis pas leur banquier, Martha, » dis-je en les regardant disparaître derrière la grille de sécurité. « Je suis juste le propriétaire. »« Je vais y aller, » dit Martha. « Je pense que tu as besoin d'un moment. Appelle-moi la semaine prochaine juste pour parler. Pas d'affaire. »« Je le ferai, promis-je. » Elle partit, et je fus enfin seul. Je marchai jusqu'au bastingage et regardai l'eau sombre en bas. Le yacht était silencieux. Le personnel était invisible. Les papiers étaient signés. L'accord était conclu. J'avais gagné. J'avais sauvé la maison familiale. J'avais arrêté la fraude. J'avais neutralisé la menace. J'avais établi des limites qui ne pourraient plus jamais être franchies. À chaque mesure de ma profession, c'était une restructuration réussie. Mais en regardant le reflet de la ville dans l'eau, je sentis un froid dans ma poitrine qui n'avait rien à voir avec la brise marine. Je touchai la Patek Philippe à mon poignet. Elle tic-taquait régulièrement, comptant des secondes que je ne récupérerais jamais. J'avais transformé ma famille en une transaction pour survivre à eux. J'avais utilisé leur avidité comme une arme et leur peur comme levier. J'étais devenu la force froide et inflexible dont ils m'accusaient parce que c'était la seule façon de me protéger de leur chaleur, qui brûlait. Je regardais mon reflet dans la vitre de la porte du salon. Mon costume était blanc, immaculé, sans tache. Mon visage était calme. « Est-ce que je deviens comme eux ?» demandai-je au silence. Le silence ne répondit pas, il me factura simplement le temps. 3 jours plus tard, je convoquai la réunion finale. Je ne l'organisais pas sur le yacht. Je ne les invitais pas à mon bureau. Je louais une salle de conférence stérile, sans fenêtre, dans un cabinet d'avocat neutre en centre-ville. Je ne voulais aucun décor, aucune distraction, et absolument aucun ancrage émotionnel. Mes parents s'assirent d'un côté de la table, je m'assis de l'autre. Entre nous se trouvait un seul jeu de clés et un épais classeur de stipulations légales. Brandon n'était pas présent. Je l'avais banni des lieux. Sa présence était une variable que je n'étais plus disposé à calculer. « C'est la fin de la négociation », dis-je en faisant glisser le classeur sur le bois poli. À l'intérieur se trouve l'accord de location pour la maison au 1402 Maplewood Drive.
Il vous accorde la résidence pour le reste de vos vies naturelles, à condition que vous respectiez les clauses d'entretien. Vous payez les services publics, vous payez vos propres courses. Je paie les taxes foncières et l'assurance structurelle majeure. C'est toute l'étendue de ma contribution. Mon père fixa le classeur. Il paraissait plus petit qu'il ne l'était sur le bateau. La fanfaronnade avait disparu, remplacée par une défaite grise et affaissée. Il ne tendit pas immédiatement la main vers les clés. « Harper, dit-il d'une voix rauque. Nous sommes tes parents. Tu ne peux pas réduire 50 ans d'histoire familiale à un accord locataire-propriétaire. Nous sommes ta chair et ton sang. » Je croisai les mains sur la table. « Je suis contente que vous en parliez, dis-je. » Je pointai les clés. « Ces clés ouvrent la porte d'une maison que vous ne possédez plus. Si vous les voulez, prenez-les. Sinon, je mets la maison en vente cet après-midi. » Ma mère tendit la main et couvrit celle de mon père, l'empêchant de discuter. Elle avait l'air fatiguée. Ses yeux étaient rougis, dépouillés du jugement qui avait défini son regard toute ma vie. « Nous les prendrons, dit-elle doucement. Elle me regarda, et pour la première fois depuis 5 ans, je la vis vraiment me regarder, pas mon blazer, pas ma montre, mais mon visage. « Harper, je sais qu'on ne peut pas réparer ça. Je sais qu'on l'a cassé. Je suis désolé. Je suis désolé qu'on ne soit pas venu à l'hôpital. Je suis désolé qu'on l'ait choisi lui. » C'était l'excuse dont j'avais rêvé pendant 5 ans et demi. J'imaginais autrefois que ces mots me feraient pleurer ou me feraient courir dans ses bras. Mais en restant assise là, je me sentis stable. Je réalisais que ma guérison ne dépendait pas de son repentir. Je n'avais pas besoin qu'elle soit désolée pour être entière. « J'accepte vos excuses, dis-je. Mais l'acceptation n'est pas une invitation. La porte est fermée, maman. Vous avez une maison. Vous avez une vie. Mais vous ne m'avez pas. Pas de la façon dont vous le voulez. » Je me levai. « Les services publics ont été transférés à vos noms ce matin. La bourse pour Brandon, strictement limitée à 3 mois de bons alimentaires, pas d'argent, est détaillée dans l'annexe B. S'il me contacte, les bons s'arrêtent. S'il vient à mon bureau, les bons s'arrêtent. S'il poste sur moi sur les réseaux sociaux, les bons s'arrêtent. Est-ce qu'on se comprend ? » « On se comprend, » murmura ma mère. « Et Tiffany ? » demanda mon père en levant les yeux. « Tiffany a déposé une demande de divorce hier, dis-je. Elle a réalisé qu'il n'y avait pas de fonds fiduciaires à piller. Elle est partie. Brandon est seul. Pour la première fois de sa vie, il va devoir apprendre à survivre sans filet de sécurité. Si vous essayez d'être ce filet, vous tomberez avec lui. Je vous conseille de le laisser apprendre. » Je me tournai et sortis de la pièce. Je ne regardai pas en arrière. Je n'attendis pas d'au revoir. Le bruit de la lourde porte qui se refermait derrière moi fut le son le plus satisfaisant que j'ai jamais entendu. 1 heure plus tard, j'étais de retour sur l'Obsidian. Les moteurs tournaient déjà au ralenti, un grondement bas et puissant qui vibrait à travers le pont. La tante Martha était assise dans le salon arrière, portant un chapeau de soleil et lisant un roman de poche. Elle leva les yeux et sourit quand je montai à bord. « Terminé ?» demanda-t-elle. « Terminé » dis-je. « Comment te sens-tu ? » ?»« Légère » répondis-je. « Je me sens incroyablement légère. » Je marchai jusqu'à la station de bar. J'avais pris une dernière décision ce matin-là. Je ne les expulsais pas seulement de ma vie, je me retirais de leurs cartes. J'avais vendu ma place au port. J'avais demandé à mon courtier de liquider mes avoirs locaux et de tout transférer dans une fiducie basée à Zurich. Je déplaçais le yacht et le siège de mon entreprise en Méditerranée. S'ils voulaient me trouver, ils auraient besoin d'un passeport et d'un billet d'avion qu'ils ne pourraient pas se permettre. Mon téléphone vibra dans ma poche. Je le sortis. C'était Brandon. Il avait appelé 14 fois dans la dernière heure. Il avait envoyé 30 messages, alternant entre supplications pour de l'argent, reproches pour le départ de Tiffany et menaces d'aller voir la presse. Je regardais l'écran. Une version plus jeune de moi aurait répondu. Une version plus jeune de moi aurait essayé d'expliquer, de justifier, de le sauver une dernière fois. Mais je n'étais plus cette fille. J'étais la PDG de ma propre existence. Je ne jetais pas le téléphone à la mer. C'est ce que font les gens dans les films, c'est dramatique,
mais c'est du gaspillage. À la place, je maintins simplement le bouton d'alimentation enfoncé. Je regardais l'écran devenir noir. Puis je marchais jusqu'au tiroir où l'équipage gardait les appareils électroniques de rechange, y laissait tomber le téléphone et le verrouillait. J'aurai un nouveau numéro en Italie. Larguez les amarres, dis-je au capitaine. Les cordes furent lancées. L'écart entre le yacht et le quai s'élargit 1 pied, puis 5 pieds, puis 20. Je regardais la ville de Miami s'éloigner. Quelque part dans cet étalement de béton et de palmiers se trouvait une maison sur Maplewood Drive où 2 personnes âgées apprenaient à vivre selon leurs moyens. Quelque part se trouvait un homme de 32 ans qui réalisait que le monde ne lui devait pas sa subsistance. Ils n'étaient plus mes personnages à écrire, ils faisaient juste partie des antécédents. Je marchais jusqu'à la poupe et m'appuyais contre le bastingage, regardant le sillage du bateau transformer l'eau en écume blanche. La tante Martha vint se tenir à côté de moi, me tendant un verre de thé glacé. « Tu sais, dit-elle en regardant l'horizon qui rétrécissait, ils vont dire à tout le monde que tu les as abandonnés. Ils vont jouer les victimes. » « Laisse-les, dis-je en prenant une gorgée. Je n'ai pas besoin d'être l'héroïne de leur histoire, Martha. J'ai juste besoin d'être la protagoniste de la mienne. Je regardais l'horizon où le bleu du ciel rencontrait le bleu de l'océan. Il était grand ouvert. Il était vide. Il était libre. J'avais appris la leçon la plus dure qu'une personne puisse apprendre. La famille n'est pas une question d'ADN. Ce n'est pas une question d'histoire ou d'obligation. La famille, c'est le comportement. La famille, c'est se présenter. La famille, ce sont les gens qui respectent vos limites, pas ceux qui les défoncent. Je tournai le dos à la côte et fis face à la mer ouverte. Pleine vitesse en avant, murmurai-je. Merci beaucoup d'avoir écouté cette histoire. J'aimerais savoir d'où vous nous suivez aujourd'hui. Laissez un commentaire ci-dessous et discutons.